Quand mon père prévoyait son départ pour, disons, 7 heures le soir, il devait venir monter le train, même dans l'après-midi. Quand mon père me demandait de venir l'aider, j'étais toujours content de venir. Et je me souviens, mon père avait une technique formidable, formidable. Il avait une façon de descendre le matelas d'en haut pour que ça glisse à travers. Ça va, sa poitrine, et c'est descendait comme ça d'un seul coup. Une fois le train, le wagon tout préparé, mon père sortait du train. Une fois arrivé à la gare centrale, surtout la gare Windsor, il attendait le passager qui arrivait. Mais il faut qu'il attende près du wagon pour l'arrivée des passagers. Mais toujours mon père, comme il était un homme exact, il sortait sa montre et il comparait sa montre avec l'horloge de la guerre. Je me souviens qu'il mettait son casquette, il comparait, levait sa tête comme ça, et après, il le remettait dans sa poche. Mais il attendait. Je faisais tout avec mon père. Parce que comme j'étais l'aîné des garçons, et surtout le premier garçon, j'ai tout fait avec mon père. Tout fait. Même préparer les trains. J'allais au match de cricket avec mon père. J'allais même promener dans les rues avec mon père. Parfois, les dimanches, mon père et moi faisaient des courses dans les parcs. Parfois, on prenait l'autobus pour aller au parc P9, parc La Fontaine, ensemble. Et quand nous n'étions pas tellement nombreuses comme membres de famille, peut-être, à l'époque, nous étions peut-être 5 ou 6. Et comme mon père m'a dit que j'étais le plus sociable des enfants, il aimait m'amener chez lui faire des petites choses. Même, il m'amenait à des réunions de l'association des porteurs de bagages. Il m'amenait parfois à ces clubs où il jouait des billards. Je m'installais sur une chaise. À l'époque, les enfants n'avaient pas le droit de parler, mais je me mettais là, bouche fermée, sans un mot à dire. Parfois, j'avais envie de dire quelque chose, mais à l'époque, les enfants ne parlaient pas. Quand les adultes étaient en train de discuter, le père ne donnait pas la parole aux enfants. Mais vraiment, j'étais profondément attaché à mon père. C'est pour ça que, je crois que c'est pour ça qu'actuellement, je parle le français. Parce que j'ai suivi les paroles de mon père, l'encouragement de mon père, qu'à l'époque, il disait, un jour, il faut parler français. Durant les années 50, Ivan Livingstone connaît des moments de gloire. Par contre, sa vie prendra un tout autre virage lorsque, diplôme de chimie en main, il part en quête d'un emploi. L'expérience s'avère difficile et surtout humiliante. Aujourd'hui, c'est encore avec émotion qu'il évoque ce souvenir. Il y avait une annonce dans les journaux. C'était pour la compagnie Fisher. Non, oui, c'était pour la compagnie Fisher. Puis j'ai écrit une lettre. Et après 3 jours, vers 5h30 de l'après-midi, j'ai eu un coup d'appel de quelqu'un. « Ah, M. Livingstone, venez nous voir directement. » Je suis allé au bureau du personnel. J'attendais 6h15, 6h30. Il y a quelqu'un qui est sorti regarder. J'étais là assis, puis rentré. Puis on m'a dit que les gens du bureau sont partis. C'était vers 6h30. Je me suis rendu encore le lendemain, 9h. J'étais là même avant 9h, parce qu'à l'époque, les bureaux ouvraient à 8h30. J'étais là vers 8h15. On attendait, j'attendais toujours. Puis, vers 9h, il y a quelqu'un qui sortait. Il me demandait, qui êtes-vous? Je suis M. Livingstone. Il faut voir son visage à l'époque. Vous, Livingstone? Je dis oui. Il me regardait et je savais que c'était la fin. C'est la fin la voie que je trouvais pour me lancer dans le marché du travail. Deuxième expérience que j'ai vécue, c'était avec la compagnie Cyanamid, North American Cyanamid. En tant que chimiste, je me suis inscrit, je me suis fait une demande d'emploi. Ah, ils étaient contents de voir un homme comme Ivan Livingstone. Mais ils ne savaient pas que j'étais le même footballeur. Mais ils ne savaient même pas que j'avais la peau noire. Encore le lendemain, arrivé 8h30, il y avait
Encore, même expérience. On sortait, on regardait dans le bureau, dans la salle d'attente. Yvan Livingstone était toujours assis dans ce petit coin. 9 heures, il y avait un homme qui sortait. Qui êtes-vous? Je suis Yvan Livingstone. Il me regardait. C'était un Canadien français, M. Bertrand. C'est-à-dire que je crois que vous aurez la difficulté de vous adapter dans un milieu blanc. C'est comment un milieu blanc? Je suis dans ce milieu blanc. Je suis québécois, né natif de Montréal. J'étais toujours parmi les Blancs. Comment ça se fait? Je vous ai dit que maintenant que le survenant m'a beaucoup touché. Un peu à l'image du survenant, Yvan revient de loin et enseigne aujourd'hui le français dans une école secondaire. Friand de littérature québécoise, sa compétence et son enthousiasme font que son entourage reconnaît en lui un talent évident de communicateur. Voilà, d'où vient ce je ne m'appelle plus ce que tu faisais, mais je sais. Moi, j'essaie de naviguer dans un milieu tout à fait blanc et j'essaie, disons, les passages où on peut même passer pour éviter des dangers, pour éviter les obstacles. Et en tant que noir, c'est ça qu'on arrive à faire après une période de temps. Et parfois, on se retire de la vie courante. Et parfois, maintenant, on vit comme un homme, ce qu'on appelle un homme marginal. On est toujours sur la périphérie de la vie courante. Parce que on connaît la vie, disons, comme moi, je connais la vie canadien-française, je connais la vie anglophone, je connais la vie de n'importe quel niveau politique, social et économique. Mais j'ai toujours... Ça veut dire que je nage, mais je ne veux pas me nager entièrement. Parce que je sais que dans certains endroits, il y a certaines douleurs, ou la colère parfois qui commence à manifester, que je veux empêcher.